Merci, Dr Kamoun. Donc, marhaba, on va commencer la première séance de cet après-midi concernant maladie thromboembolique. Et on va commencer par la première conférence qui va aborder le sujet de maladie thromboembolique au cours du cancer du poumon AOD ou HBPM. C'est une question qui a posé et qui pose toujours beaucoup de discussions. Et on va donner la parole à Dr Leila Bousoufara pour essayer de répondre à cette question. Merci Madame Heger. Alors c'est toujours un honneur d'être parmi mes confrères et mes maîtres dans ce congrès national de pneumologie et je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous faire ce flash info concernant la maladie thromboembolique. Donc qu'en est-il du traitement chez les patients porteurs d'un cancer bronchopulmonaire? Faut-il les traiter par des anticoagulants oraux directs ou bien par les héparines de poids moléculaire? Donc qu'en est-il des recommandations? Alors, donc le cancer est certes un facteur de risque de survenue d'événements thromboemboliques. Quand on parle d'événements thromboemboliques veineux, c'est principalement la thrombose veineuse profonde proximale, mais aussi l'embolie pulmonaire. Donc le cancer, il augmente jusqu'à 8 fois le risque thromboembolique veineux, donc c'est un facteur de risque très important qu'il faudra prendre en charge. Et ces accidents thromboemboliques ou ces événements thromboemboliques au cours du cancer constituent la seconde cause de décès chez ces patients. Alors, qu'en est-il réellement des facteurs de risque? Donc, si on revoit un tout petit peu les facteurs de risque, en fait, il y a des facteurs de risque qui sont communs aux autres patients, à savoir l'âge avancé, les comorbidités, les antécédents de thrombose, mais il y a des facteurs de risque qui sont propres au sujet présentant un cancer, qui peut être dû au cancer lui-même, donc au type histologique du cancer, au stade tumoral, à la présence d'éventuelles métastases ou au traitement lui-même, donc les hospitalisations très prolongées qui peuvent faire le lit d'événements thromboemboliques, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, les soins de support. Donc, tous ces éléments constituent des facteurs de risque d'événements thromboemboliques chez les patients présentant un cancer du poumon. Alors, certes, ces facteurs de risque sont très importants, mais l'association maladie veineuse thromboembolique et cancer est une situation très fréquente qui touche différents types de cancers. Alors les cancers qui sont en première position, donc selon cette étude qui avait été publiée en 2021, alors le principal cancer pourvoyeur d'événements thromboemboliques, c'est essentiellement le cancer du pancréas, le cancer des ovaires, le cancer de l'estomac, et on voit bien que le cancer du poumon vient en 6e position. C'est essentiellement le cancer de type cancer pulmonaire non à petite cellule, type adénocarcinome. Et pour le carcinome à petite cellule, vous voyez bien que ça vient presque en 13e ou 14e position comme facteur de risque d'événements thromboemboliques. Alors certes, l'association maladie veineuse thromboembolique et cancer est une situation fréquente. Alors vous voyez bien que selon cette étude publiée en 2021, vous voyez bien que l'incidence de ces événements thromboemboliques, en 1997 c'était à peu près vers environ 1 à 1,2% et en 2017 c'est à peu près aux environs de 3,4%, donc ça a presque triplé en 20 ans, donc c'est une situation assez fréquente, d'où la prise en charge doit être adaptée. Donc cette augmentation de la fréquence, elle est due d'une part au développement de la chimiothérapie, au développement des différents moyens de prise en charge thérapeutique de ces patients porteurs d'adénocarcinome, et donc c'est une évolution assez importante, d'où l'intérêt de cette association et de sa prise en charge. Étant donné que c'est une situation assez fréquente, donc l'association événements thromboemboliques et cancer du poumon, qu'en est-il réellement de la particularité de cette association? Il faut savoir que cette association, elle n'est pas dénuée de risques, donc il y a certaines complications bien particulières. Donc c'est une étude récente, donc publiée en 2020. Donc en fait, c'est une méta-analyse qui avait démontré que le principal risque de cette association événements thromboemboliques et cancer du poumon, c'est essentiellement la récidive, bien que les patients soient sous traitement anticoagulant. Donc le risque principal, c'est un des risques de cette association, c'est la récidive de l'événement thromboembolique. Le deuxième risque, c'est la survenue d'hémorragie.
Donc, pour les patients sous traitement anticoagulant, pour ces patients, la particularité, d'une part, c'est la survenue de récidive, mais aussi la survenue de complications hémorragiques. Et donc, donc la survenue de complications, principalement les récidives, mais aussi les hémorragies. Alors cette association de cancer du poumon et événements thromboemboliques, donc il y a une létalité très importante. Cette létalité, elle est de 14% pour tout ce qui est complications de récidive et elle est de 8% pour les complications hémorragiques. Donc ici, ces complications donc, hémorragiques, mais c'est aussi ces récidives. Donc tout traitement anticoagulant pour ces patients présentant un événement thromboembolique, il faut avoir une balance, donc un équilibre. Donc le traitement anticoagulant, ça doit répondre à un équilibre entre le risque de récidive et le risque de saignement. Donc l'enjeu thérapeutique de la prise en charge de ces patients est donc majeur. Il faut d'une part prévenir le risque de récidive tout en minimisant le risque hémorragique. Alors si on revoit un tout petit peu quels sont les différents anticoagulants qui sont à notre disposition pour traiter ces patients présentant un événement thromboembolique associé à un cancer, il y a d'un côté donc les anticoagulants oraux et les anticoagulants qui vont être utilisés par voie parentérale. Alors les anticoagulants oraux, c'est principalement les AVK, donc c'est les plus anciens utilisés. C'est des anticoagulants oraux indirects, donc ils vont agir par l'inhibition de certains facteurs vitamino K dépendants, donc ils vont avoir un délai d'action beaucoup plus retardé par rapport aux anticoagulants oraux directs qui vont avoir un effet direct sur le complexe, d'une part sur le complexe prothrombinase et d'autre part sur la thrombine. Donc l'objectif principal, c'est d'éviter la formation, d'éviter la transformation du fibrinogène en fibrine et donc d'éviter la formation de thrombus. Alors de l'autre côté, il y a la voie parentérale, c'est principalement les héparines, soit les héparines de bas poids moléculaire ou les héparines non fractionnées, et l'effet de ces héparines, c'est aussi un effet direct, d'une part donc par un effet antithrombinase sur le complexe prothrombinase ou bien directement sur la thrombine, et donc une inhibition de la transformation du fibrinogène en fibrine. Alors, quelle est l'évolutivité dans le temps de ces différents anticoagulants? Donc, les premiers anticoagulants qui avaient été élaborés, c'est l'héparine, puis les antivitamines K en 1940, et tout récemment, les anticoagulants oraux directs, depuis une dizaine d'années, depuis environ 2008, ça a été mis sur le marché avec une utilisation essentiellement en premier abord en pathologie cardiaque, mais actuellement avec les nouvelles recommandations qu'on va voir et les différentes études qui avaient été réalisées qu'on va détailler, les anticoagulants oraux directs auront une place dans la prise en charge des patients présentant un événement thromboembolique et un cancer. Alors toujours dans l'évolution de cette anticoagulation, donc je vais détailler un tout petit peu rapidement les différentes études qui avaient été réalisées. Donc de prime abord, la première étude qui avait été réalisée, c'est l'étude de Claude qui avait comparé un antivitamine K par rapport à la daltéparine, qui est une héparine de bas poids moléculaire, et ça a été démontré donc une diminution de la probabilité de récidive d'événements thromboemboliques chez les patients présentant un cancer, mais quant à la probabilité ou la mortalité, il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Alors toujours cette deuxième étude, donc c'est l'étude Catch qui est beaucoup plus récente, qui a été publiée en 2015, toujours donc comparant les AVK par rapport aux HPPN. Donc il n'y avait pas réellement de différence concernant le saignement ou la mortalité. Par ailleurs, il y avait une différence concernant donc la survenue d'événements de récidive d'événements thromboemboliques. Donc le traitement par HPPM est certes depuis le traitement de référence des premiers 6 mois avec un risque de récidive thromboembolique de 40%, sans majoration du risque hémorragique. Alors les AOD pourraient constituer une avancée significative. Ils inhibent de façon directe et spécifique les facteurs de la coagulation et leur principal avantage est l'absence de nécessité d'une surveillance avec une action qui va être rapide et prévisible.
Alors, qu'en pense réellement le patient avant de voir les études et les recommandations? Qu'en pense réellement le patient concernant le choix dans le traitement anticoagulant? Donc, dans cette étude publiée en 2015, qui avait recruté environ une centaine de patients, on leur a demandé donc quelles sont réellement les caractéristiques d'un anticoagulant dans leur situation spécifique de cancer. Alors, le premier élément, c'était l'absence d'interférence avec leur traitement curatif du cancer. Le deuxième élément, c'est l'efficacité du traitement anticoagulant. Le troisième facteur, c'est l'absence de complications hémorragiques concernant ce traitement anticoagulant. Le quatrième élément, c'est la forme d'administration, avec une préférence pour la forme d'administration, la forme orale. En cinquième position, c'est l'absence de monitorage ou de surveillance de ce traitement anticoagulant, donc un traitement qui va être beaucoup plus facile à gérer. Et en dernière position, c'est la fréquence d'administration qui n'avait pas réellement d'effet, d'impact concernant le choix du traitement entre un traitement par voie orale ou par voie injectable. Alors, quelle est réellement la place des anticoagulants oraux? Alors, différents essais prospectifs randomisés ont été réalisés qui avaient comparé les AOD à la même HPPM, qui est la daltéparine, chez des patients présentant un cancer actif chez qui était diagnostiquée une thrombose veineuse proximale des membres inférieurs ou une embolie pulmonaire. Alors, quels sont ces essais prospectifs randomisés qui avaient été réalisés et à partir desquels les différentes recommandations, que ce soit des recommandations françaises ou internationales, ont été élaborées? Alors, en fait, différentes études, ce sont des études qui s'étalent entre 2017 et 2022, c'est l'étude la plus récente. Les principaux critères d'évaluation, c'est la survenue de récidives d'événements thromboemboliques et la survenue d'hémorragie, toujours ces deux critères très importants qui nous permettent donc de choisir parmi les anticoagulants. Et donc qui avait comparé un anticoagulant oraux direct par rapport à la daltéparine. Alors, quels sont les principaux résultats de ces études? Alors, pour la première étude, l'étude Hokusai, qui a été publiée en 2017, qui avait comparé l'édoxaban versus la daltéparine. Donc, on a retrouvé une réduction non significative du risque de récidive sous édoxaban, avec une augmentation significative du risque d'hémorragie majeure sous édoxaban. Donc, l'excès de saignement survenait exclusivement chez les patients porteurs de cancer gastro-intestinaux. Pour la deuxième étude publiée en 2018, qui avait comparé le rivaroxaban versus la daltéparine, le rivaroxaban était plus efficace avec moins de risque de récidive. Les hémorragies majeures sont plus fréquentes avec le rivaroxaban, mais de manière non significative. Pour la troisième étude publiée en 2020, donc c'est l'étude ADAM qui avait comparé l'apixaban versus la daltéparine. Alors le taux de saignement majeur était très faible dans les deux bras, qui ne permettait pas réellement de confirmer la supériorité de l'apixaban sur ce critère. Le hasard ratio n'a pu être calculé en raison de l'absence d'événements dans le bras apixaban. Pour l'étude Caravaggio publiée en 2020, donc aucune différence significative concernant le risque d'hémorragie dans les deux bras, y compris chez les patients ayant un cancer digestif. Pour l'étude Castadiva, donc, qui avait comparé le rivaroxaban versus daltéparine, donc le nombre de patients dans cette étude était insuffisant pour atteindre le critère de non-infériorité et l'efficacité donc était comparable aux autres études. Alors pour la dernière étude publiée en 2021, donc le rivaroxaban versus daltéparine, le critère d'évaluation ici n'était pas donc la survenue de récidive ou la survenue d'hémorragie, c'était essentiellement l'évaluation de la satisfaction des patients. Donc comme résultat, on avait une satisfaction des patients significativement plus importante avec le rivaroxaban, avec des accidents hémorragiques qui étaient comparables entre les deux groupes. Donc ceci étant les principaux résultats des principaux essais randomisés qui avaient été réalisés comparant les AOD par rapport aux HPPM, et c'est à partir de ces essais randomisés que les différentes recommandations ont été élaborées.
Alors, les résultats de ces essais étaient essentiellement pour des patients qui présentaient différents types de cancers. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le cancer bronchopulmonaire. Donc, si on revoit l'analyse en sous-groupe de ces différents essais thérapeutiques, donc si on prend par exemple l'étude Caravaggio qui avait inclus le nombre le plus important de patients présentant un adénocarcinome pulmonaire, un adénocarcinome pulmonaire. Donc vous voyez bien que le risque de récidive thromboembolique est survenu chez 11 patients, le risque de saignement majeur chez 7 patients et les saignements non majeurs mais cliniquement relevants étaient présents chez 20 patients. Donc c'est des effectifs assez faibles qui n'avaient pas réellement permis d'avoir des résultats assez significatifs. Alors, qu'en est-il réellement des recommandations? Donc, j'ai choisi de commencer par les recommandations françaises qui avaient été publiées dans la revue des maladies respiratoires en 2021. Alors, c'est des recommandations qui prennent en compte, qui s'adressent à des patients qui présentent un cancer actif. Donc, c'est quoi un cancer actif? Donc, un cancer est considéré comme actif s'il répond à au moins un de ces critères. Donc, le patient a reçu un traitement potentiellement non curatif de son cancer, ou bien le deuxième critère, l'évolution montre que le traitement du cancer n'a pas été curatif, ou bien en troisième position, le traitement du cancer est en cours. Donc ces recommandations s'adressent à des patients qui présentent un cancer en évolution ou en progression. Alors, comment va-t-on traiter ces patients? Donc, selon les recommandations, le traitement des 6 premiers mois. Donc, il est recommandé de traiter les patients atteints de cancer actif et d'une thrombose veineuse profonde ou bien d'une embolie pulmonaire au moins les 6 premiers mois, suivant le diagnostic de maladie veineuse thromboembolique. Donc, c'est une recommandation de haut grade. Pour traiter ces patients, quelle molécule faut-il utiliser? Alors, il est recommandé une héparine de bas port moléculaire sans relais par les AVK, donc c'est une recommandation de haut grade. Il est recommandé un traitement par apixaban, c'est toujours une recommandation de haut grade. Par ailleurs, en alternative, donc, sauf cancer digestif ou urogénital, il est suggéré d'utiliser un traitement soit par edoxaban ou bien rivaroxaban. Donc ici, pourquoi l'apixaban c'est une recommandation de haut grade, contrairement au rivaroxaban ou à l'edoxaban qui sont des recommandations de grade intermédiaire? Parce que ça a été démontré qu'avec l'apixaban, il y avait moins de risques hémorragiques chez ces patients et donc il fallait utiliser donc, beaucoup plus en première intention l'apixaban. Donc vous voyez bien que les anticoagulants oraux directs ont leur place dans la prise en charge des patients présentant un cancer et un événement thromboembolique durant les 6 premiers mois. Alors, si on va traiter nos patients pendant 6 mois, qu'en est-il de la prolongation du traitement? Faut-il prolonger le traitement au-delà de 6 mois? Donc, dans cette étude publiée en 2020, en fait, c'est une méta-analyse, et on avait retrouvé que chez les patients qui n'étaient pas traités au-delà du 7e mois, donc entre 7 et 12 mois, il y avait un risque de récidive beaucoup plus important, mais qui reste moins conséquent par rapport aux 6 premiers mois. Donc, durant les 6 premiers mois, le risque de récidive il est beaucoup plus important par rapport à la deuxième période ou bien au-delà de 6 mois. Donc toujours concernant la prolongation du traitement, donc si on analyse en ce groupe par rapport à cette méta-analyse publiée en 2020, on voit bien que le risque de récidive il est beaucoup plus important pour les patients présentant un cancer du poumon, alors que le risque de saignement il est beaucoup plus important pour les patients présentant un cancer digestif et plus particulièrement un cancer colorectal. Donc la hantise, c'est toujours la récidive, donc faut-il ou pas prolonger le traitement? On va le voir, il y a des critères bien précis auxquels il faudra répondre pour pouvoir prolonger le traitement. Alors, cette étude très intéressante en 2022, donc avait essayé de relever les différents critères pour pouvoir prolonger le traitement. Donc, pour prolonger notre traitement au-delà de 6 mois, il faut qu'il y ait certains facteurs de risque ou facteurs prédictifs de récidive d'événements thromboemboliques, tels qu'un cancer qui est toujours actif, tels que la présence de métastases, tels que l'association à certains types de molécules de chimiothérapie. Il faut savoir que certaines molécules de chimiothérapie, si elles sont associées aux AOD, il peut y avoir une interférence médicamenteuse parce que les AOD sont des inducteurs enzymatiques et donc leur association à certains types de molécules de chimiothérapie, ça peut augmenter leur effet ou bien diminuer leur effet.
Donc, en fonction qu'il y ait ces facteurs de risque, on va prolonger ou non le traitement au-delà de 6 mois. Donc, pour résumer un tout petit peu, donc après 6 mois, il est donc suggéré d'interrompre le traitement dans les situations suivantes. Lorsque le cancer il n'est plus actif et en l'absence de récidive thromboembolique pendant les 6 premiers mois. Par ailleurs, il est suggéré de poursuivre le traitement lorsque le cancer il est toujours actif et lorsqu'il y a une récidive pendant les 6 premiers mois. Si le traitement il est poursuivi au-delà de 6 mois, il est suggéré de réévaluer son indication tous les 6 mois. Donc, quand le traitement anticoagulant il est poursuivi au-delà de 6 mois, quelle molécule va-t-on choisir donc, pour traiter ces patients? Donc, selon les recommandations françaises, il est suggéré de poursuivre l'HPPM quand ce traitement est bien toléré, quand il est efficace et bien accepté par le patient, de remplacer l'HBPM par un anticoagulant oral, de préférence un AOD plutôt qu'un AVK, quand le traitement par HBPM est mal accepté ou mal toléré. Ou bien de poursuivre le traitement par AOD quand ce traitement est bien toléré, efficace et bien accepté par le patient. Donc la devise, pour résumer un tout petit peu, si le traitement des 6 premiers mois il est bien toléré et bien accepté, on va le continuer durant durant 12 mois. Si le traitement n'est pas accepté ou bien il n'est pas bien toléré, donc on va le changer. Donc, qu'en est-il des autres recommandations? Donc, différentes recommandations, différentes sociétés savantes avaient relaté ce sujet intéressant, donc les AOD et le cancer du poumon. Alors, il faut savoir que ces différentes recommandations, que ce soit les sociétés américaines ou bien les sociétés anglaises, donc les recommandations, c'est à peu près les mêmes recommandations que les recommandations françaises, à les formulations sont différentes et les grades si les recommandations, les degrés d'évidence sont différents. Donc, pour ces recommandations, le traitement des patients ayant un cancer actif associé à un événement thromboembolique, il faut les traiter donc, pendant au moins 6 mois. Les AOD sont une option thérapeutique, tout comme les HPPM, et donc on va avoir une formulation différente pour ces recommandations. Donc si par exemple on trouve une recommandation de grade 1 pour les recommandations françaises, on peut retrouver une recommandation d'un grade beaucoup plus bas pour d'autres sociétés savantes, mais ces sociétés savantes s'accordent sur l'intérêt des AOD dans le traitement des événements thromboemboliques, du moins durant les 6 premiers mois. Alors, quelle est la place des anticoagulants oraux directs? Donc, il y a une efficacité au moins comparable à celle des HPPM. Le risque hémorragique des AOD est comparable ou supérieur à celui des HPPM, mais il va dépendre principalement de l'AOD utilisé. Donc, ce risque hémorragique est beaucoup plus important avec l'édoxaban et le rivaroxaban. La localisation du cancer, le cancer principalement donc le cancer du poumon qui est un cancer très thrombogène, ou bien le cancer digestif qui va entraîner des risques hémorragiques, et la possibilité d'interaction médicamenteuse. Alors il faut tenir compte de certaines particularités des AOD lorsqu'on va les prescrire. Alors la pharmacocinétique des AOD peut être modifiée chez les patients atteints de cancer du fait de certaines particularités chez ces patients. Donc l'absorption, elle peut être modifiée en cas de nausée, en cas de vomissement, étant donné que c'est une prise qui est orale. Les mucides orales et gastro-intestinales aussi peuvent diminuer, donc peuvent entraîner un sous-risque de saignement. La distribution sérique des AOD peut être impactée par une hypoalbuminémie, une dénutrition ou encore un syndrome inflammatoire. Et le métabolisme peut être modifié par une insuffisance hépatocellulaire, telle que dans le cas de métastase, ainsi que leur élimination par une éventuelle insuffisance rénale. Donc, avant-dernière diapositive, donc cette étude publiée en 2022, donc comment va-t-on choisir un AOD ou bien une HPPM? Donc, le premier risque à évaluer, c'est le risque hémorragique. Donc, en l'absence d'un risque hémorragique qui va dépendre du site tumoral, du taux de plaquettes, de l'existence d'une insuffisance hépatocellulaire. En l'absence d'un risque hémorragique, on va rechercher une interaction médicamenteuse, donc un type bien particulier de chimiothérapie, en l'occurrence, qui est associé aux AOD, qui peut diminuer ou augmenter leur efficacité. En l'absence d'une interaction médicamenteuse possible, donc on va rechercher des éléments de malabsorption, tels que
des nausées, des vomissements, une gastrectomie par exemple. Donc en l'absence de ces trois principaux facteurs de risque, les AOD peuvent être prescrits. Si un de ces facteurs de risque sont présents, il est présent, donc l'AOD il est contre-indiqué, on va prescrire une HPP. Donc rapidement, qu'en est-il de la prévention et de la thrombophylaxie? Est-ce que les AOD ont réellement leur place pour la thrombophylaxie? Alors les recommandations actuelles sont contre une utilisation systématique des anticoagulants. Un score avait été établi, c'est le score de Corana, donc c'est un score qui reste peu utilisé et qui a été peu validé dans le cancer bronchopulmonaire. Et la thrombophylaxie va s'imposer lorsqu'il y a certains facteurs de risque bien particuliers, en cas d'hospitalisation, en cas de limitation de la mobilité, en cas d'existence de facteurs de risque associés. Et si la thrombophylaxie, bien la prévention, elle est imposée ou bien elle est indiquée, dans ce cas, c'est les héparines de bas point moléculaire. Les AOD n'ont pas leur place dans la prévention des événements thromboemboliques associés au cancer. Alors, en conclusion, donc, la maladie veineuse thromboembolique est certes une complication fréquente, elle est sévère, qui peut conditionner le pronostic. Elle intéresse principalement une patiente qui présente un cancer actif. Le cancer bronchique reste l'un des cancers les plus thrombogènes, les plus pourvoyeurs d'événements thromboemboliques. Donc, d'où l'importance d'un diagnostic précoce et un traitement pendant essentiellement les 6 premiers mois. Les anticoagulants oraux directs et les HPPM ont leur place dans le traitement des événements thromboemboliques. Donc, il faut toujours respecter cet équilibre entre le risque de récidive et le risque hémorragique. Donc, la prise en charge, ça va se résumer en 3 étapes. Donc, la prévention, c'est principalement les héparines de bas port moléculaire. Les AOD n'ont pas leur place. Pour le traitement initial des 6 premiers mois, actuellement, les AOD ont leur place, donc c'est principalement les doxapans, et aussi bien que les héparines de bas port moléculaire. Alors, pour le traitement prolongé, si on veut prolonger le traitement au-delà de 6 mois, c'est en présence d'un facteur de risque bien particulier de récidive qu'il faudra donc prolonger le traitement anticoagulant. Merci, Dr Boussafal. Il y a un petit dépassement du temps. Donc, il va y avoir sûrement des questions dans la salle. Il n'y a pas de micro-baladeur, mais il y a le micro au milieu de la salle. Si vous voulez poser votre question, n'hésitez pas. Donc, il y a sûrement beaucoup de questions qui restent encore. Merci beaucoup, Dr Boussafal, pour cette belle présentation. C'est une question certes délicate, en pratique c'est pas si simple pour indiquer donc un traitement qui protège contre le risque de mortalité élevé chez ces patients, mais en contrepartie le risque hémorragique chez ces patients avec des cancers actifs. Alors il faut dire que nous en cardiologie, je suis cardiologue, donc j'ai pas l'habitude de traiter les cancers du poumon, mais actuellement ça se développe chez nous en cardiologie, carrément une sous-spécialité qui est la cardio-oncologie, et qui traite effectivement, certes, la toxicité cardiaque des molécules, mais entre autres en matière de maladie veineuse thromboembolique, nous avons en fait une stratégie en 4 steps. Toi, tu as montré une stratégie en 3. En fait, une stratégie en 4 steps, résumée sous l'acronyme TBIP. C'est en fait le risque thromboembolique qu'il faut évaluer, puis le risque hémorragique, bleeding, puis I, c'est l'interférence. Effectivement, les AOD interfèrent beaucoup, ça c'est un point négatif, particulièrement avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, donc il interfère beaucoup avec ces molécules. Et quatrièmement, il y a le P, c'est la préférence du patient. Donc ça entre en jeu. Il y a des patients qui préfèrent les HPPM et d'autres qui préfèrent les AOD. Ça, je ne l'ai pas vu dans votre stratégie en 3 étapes. Le patient n'était pas vraiment impliqué dans la décision. Je ne sais pas, en pratique, ça vous arrive que le patient vous dise non, je préfère ce traitement. Je pense qu'ils sont plus partants vers les AOD, c'est plus simple à utiliser par rapport aux... Peut-être la réticence des AOD, c'est peut-être le prix aussi. Le prix, certes, oui. Les HPPM sont disponibles. Mais les HPPM ne sont pas... Mais ils peuvent être délivrés par l'hôpital ou les dispensaires. Ah, ils sont délivrés par les dispensaires. Pour les patients qui présentent un cancer. Le reçoit de l'hôpital ou bien de dispensaire. C'est vrai qu'entre apixaban et rivaroxaban,
quand même, cette supériorité, peut-être dans les cancers digestifs, c'est pas tout à fait la question pour toi, mais il y a une supériorité et il y a aussi la notion de la prise alimentaire. Donc la contrainte avec le rivaroxaban, c'est qu'il doit être pris pendant l'alimentation, et là tu vois, il y a des vomissements, des fois il ne s'alimente pas bien, donc on ne sait pas réellement l'efficacité de cette molécule si le patient ne prend pas des repas réguliers. Par contre, avec la pixaban, il n'y a pas ce souci, donc sa pharmacocinétique n'est pas modifiée avec cette notion. Est-ce qu'il y aurait une différence dans la prise en charge d'un cancer qui envahit en fin de compte les artères et les vaisseaux pulmonaires? Est-ce qu'il y a une différence entre une embolie pulmonaire chez un patient qui a un cancer, donc du moment où c'est un cancer qui envahit les vaisseaux au niveau du médiastin? Est-ce qu'il y a une différence dans la prise en charge? En fait, les recommandations qui avaient été réalisées, c'est des CCR randomisés, et c'est des patients qui présentaient différents types de cancers. Spécifié pour le cancer bronchopulmonaire, je l'ai déjà dit, pour l'analyse dans ce groupe, il y a des effectifs faibles pour le cancer bronchopulmonaire, donc réellement, on ne peut pas préciser à quel stade, quel est le profil de ces patients présentant un cancer. Il faut qu'il y ait des études qui prennent en charge, qui incluent des patients qui présentent essentiellement ou exclusivement le cancer du poumon pour ressortir, ressortir le profil bien particulier de ces patients. Donc c'est différents types de cancers, donc on ne peut pas réellement se prononcer pour le profil tout particulier du cancer bronchopulmonaire, quel stade, quel envahissement, etc. Merci, Dr Boussafar. Il y a toujours des questions qui restent en suspension dans la prise en charge du cancer bronchopulmonaire et maladie veineuse thromboembolique.